Tous, bienvenue à notre chat Twitter d'aujourd'hui. Lisette Donoso Herrera, PhD en linguistique et didactique des langues, et professeure à l'Université pédagogique nationale de Colombie, est avec nous pour nous parler de la télécollaboration et le développement de la conscience métalinguistique de l'enseignant. Merci Lisette d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Je suis contente de partager avec vous le travail que j'ai développé pendant mon doctorat à l'Université Laval. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va commencer avec notre première question de la journée. Donc, qu'est-ce que la conscience métalinguistique de l'enseignant? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer que le terme conscience métalinguistique a été utilisé pour la première fois par Hawkins en 1984 dans un ouvrage appelé Awareness of Language, où il s'interrogeait sur la place de la réflexion consciente sur la langue lors de l'apprentissage de la langue maternelle ou de la langue seconde. Selon lui, l'un des éléments clés pour apprendre une langue seconde était l'habilité de l'individu à démontrer sa conscience des patrons syntaxiques dans les phrases et son habilité à raisonner analytiquement à propos de matériaux verbaux. Ce terme a été ensuite utilisé dans le domaine de la linguistique appliquée, dans les cadres des approches communicatives, parce qu'on avait laissé de côté justement cette réflexion sur la langue et donc l'attention à la forme. Conséquemment, la conscience métalinguistique, comprise comme toute réflexion consciente sur la langue et ses patrons, est devenue un sujet populaire dans les écrits sur l'acquisition de langues secondes et étrangères. Or, pour être capable de favoriser le développement de la conscience métalinguistique chez l'élève, l'enseignant lui-même doit avoir un niveau élevé de conscience métalinguistique. Donc, c'est quoi exactement la conscience métalinguistique de l'enseignant? D'après Andrews, en 2007, celle-ci fait référence aux connaissances explicites à propos de la langue, permettant aux enseignants de mieux l'enseigner, de mieux enseigner la langue qu'ils expliquent. Par exemple, elle réfère donc aux connaissances explicites sur la langue, c'est-à-dire une dimension déclarative, et aux connaissances procédurales, c'est-à-dire comment expliquer la langue aux apprenants. Le concept de conscience permet de mettre l'accent sur l'interrelation entre les dimensions déclaratives et procédurales, c'est-à-dire entre les connaissances des bases elles-mêmes du professeur et la façon dont elle est utilisée dans l'activité professionnelle, ainsi que de souligner l'importance de la réflexion des enseignants. La conscience métalinguistique de l'enseignant réfère donc aux mécanismes qui permettent à l'enseignant d'analyser la langue et de savoir comment expliquer la langue seconde en tant que système à ses élèves. OK, c'est très intéressant. Oui. Merci pour les différentes références. Puis, on continue avec la deuxième question. Alors, Lisette, quelle est donc l'importance de la conscience métalinguistique dans la pratique professionnelle des enseignants d'une langue seconde? La possession d'un niveau élevé de conscience métalinguistique s'avère très importante dans la pratique professionnelle des enseignants. Nous avons dit tout à l'heure que la conscience métalinguistique fait référence à toute réflexion consciente sur la langue et ses patrons. Dans l'enseignement d'une langue seconde, cela se traduit dans l'attention à la forme. Selon Espada en 1997, l'enseignement centré sur la forme consiste à tout effort pédagogique utilisé pour attirer l'attention des apprenants à la forme de la langue, soit de manière implicite ou explicite. Et cela peut inclure l'enseignement direct de la langue ou la rétroaction corrective. En effet, un enseignement explicite centré sur la forme peut être particulièrement efficace dans des contextes où la langue est enseignée, dans des contextes communicatifs ou que la langue est apprise à travers des contenus comme par exemple dans les programmes d'immersion. De même, certaines études montrent que les méthodes explicites de correction sont plus efficaces que les implicites. Bref, les apprenants d'une langue seconde qui bénéficient les plus de l'enseignement sont ceux qui reçoivent un enseignement centré sur la forme, opérationnalisé comme une combinaison d'enseignement métalinguistique et des rétroactions correctives, dans le cadre d'une pratique communicative, bien sûr. Donc, les enseignants de langue devraient être formés pour agir dans ces contextes communicatifs, mais aussi ils devraient être formés ou préparés pour fournir des explications métalinguistiques et de la rétroaction corrective à leurs élèves. Le problème, c'est que des études ayant mesuré les connaissances métalinguistiques explicites de futurs enseignants ont trouvé que ceux-ci ont des lacunes dans la compréhension de la grammaire et qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour fournir de l'échafaudage grammatical à leurs élèves. Et apparemment, ce manque de connaissances explicites sur la langue affecte non seulement les enseignants locuteurs natifs,
de la langue cible, comme moi par exemple, mais aussi les lecteurs natifs de la langue. Donc, il faudrait penser à des stratégies permettant de développer la conscience métalinguistique des enseignants, lecteurs natifs et lecteurs non natifs. OK. Donc, en résumé, ça permet de faire, de mieux performer dans la jour de la correction, soit l'enseignement explicite de la grammaire ou la correction. OK, merci. Exactement. Puis, on va continuer avec la troisième question. C'est comment la télécollaboration peut contribuer au développement de la conscience métalinguistique? Bon, d'habitude, on pense que la langue seconde devrait être enseignée par un lecteur natif parce qu'il connaît bien sa langue et que les lecteurs non natifs seraient peut-être moins efficaces dans cet enseignement. Cependant, quelques auteurs ont argumenté que les lecteurs non natifs ne sont pas nécessairement moins efficaces que les lecteurs natifs, mais plutôt que ces deux groupes d'enseignants ont de forces différentes et même complémentaires. Alors, une collaboration entre eux pourrait être pertinente. Pour favoriser une telle interaction, nous avons pensé justement à la télécollaboration, c'est-à-dire une collaboration à distance en ligne. Dans notre étude, par exemple, nous avons mesuré les connaissances métalinguistiques des deux groupes d'enseignants de français langue seconde, lecteurs natifs au Québec et lecteurs non natifs en Colombie, avant et après leur participation à un projet de télécollaboration. Dans le cadre de ce projet, les participants ont collaboré pour expliquer une liste d'erreurs et donner de la rétroaction corrective à des étudiants fictifs. Les résultats du pré-test ont montré que les deux groupes de participants avaient des lacunes au niveau des connaissances grammaticales explicites. Par exemple, ils ne pouvaient pas décrire la fonction des mots dans la phrase ou bien donner des explications grammaticales. Toutefois, les deux groupes ont connu une évolution au post-test. En plus, des études de cas que nous avons conduites nous ont permis de découvrir que tous les participants ont bénéficié des discussions à l'intérieur d'une communauté internationale de pratique. Par exemple, les Colombiens ont bénéficié des explications fournies par leurs coéquipiers québécois, lecteurs natifs de la langue, et ont eu un contexte de communication réel avec des interlocuteurs, lecteurs natifs de la langue cible. Les participants québécois, de leur côté, ont été en contact avec des apprenants de la langue avec qui ils ont pu pratiquer comment donner des explications grammaticales adaptées au contexte. En nous appuyant sur ces résultats, il serait possible de conclure que les projets de télécollaboration ont permis effectivement de développer la conscience métalinguistique des futurs enseignants de français langue seconde, lecteurs natifs et lecteurs non natifs. Et très intéressant. C'est quand même une question très intéressante là, parce qu'on parle de... C'est toujours une question que, peut-être un mythe même, que beaucoup de personnes pensent que les locuteurs natifs sont mieux placés pour enseigner de langue seconde ou langue étrangère, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et une fois, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi la différence? Bon, ça fait longtemps quand même que cette question a été posée. Quand on utilise le verbe ser et estar. Donc, le verbe être en espagnol, ça se décline dans deux formes. Moi, c'était comme, je pouvais tout simplement donner des exemples, mais expliquer comme la différence, c'était pas possible. Mais, ouais, donc, ce que tu viens de dire, ça confirme un peu ça. Ouais. Tout à fait. Exactement. On a trouvé, par exemple, nos participants lecteurs natifs au Québec, ils ont dit qu'ils n'étaient pas capables de donner des explications grammaticales parce que pour eux, la langue était tellement implicite qu'ils ne savaient pas comment donner une explication. Alors que les lecteurs non natifs de la langue, ils avaient eux-mêmes appris la langue comme une langue seconde, donc ils savaient comment donner ce genre d'explication. Mais en même temps, il y avait des connaissances différentes, comme on avait dit, et qui étaient complémentaires. Donc, la collaboration entre eux a été très bonne. Les deux groupes de participants ont bien apprécié ce travail. Exact. Je peux poser une question? Oui. Oui, Lisette, en dehors de la télécollaboration ou de la collaboration même en présence, quel autre facteur crois-tu efficace dans le développement de la conscience métalinguistique? Est-ce que le niveau avancé, le niveau académique de l'enseignant, ou bien sa culture, ou bien, je ne sais pas moi, quel autre facteur a un impact dans le développement de la conscience métalinguistique?
Là, il y a des facteurs, par exemple, de l'apprentissage de la langue maternelle, par exemple, ou la méthodologie utilisée dans l'enseignement de la langue maternelle, parce que, par exemple, au Québec, il y a une attention plus poussée vers la grammaire depuis qu'ils sont petits, alors que les Colombiens n'ont pas, par exemple, cet apprentissage de la grammaire explicite. Donc, dans notre cas, les participants québécois avaient des meilleures habiletés métalinguistiques que les participants colombiens. En français en tout cas, mais c'était à cause de l'apprentissage de la langue maternelle, de la méthodologie d'apprentissage. Mais aussi, il y a des facteurs tels que la formation de l'enseignement. Quelle matière on travaille au cours de la formation? Est-ce qu'il y a une attention explicite à la grammaire ou non? Est-ce que la langue, dans les cas de lecteurs non natifs, est-ce que la langue a été apprise dans un contexte communicatif sans attention à la forme ou avec attention à la forme? Donc là, il y a plusieurs facteurs qui influencent ce développement. OK, d'accord. Bon, merci beaucoup d'échanger avec nous. C'est vraiment très intéressant et c'est sûr qu'on a encore des questions, donc peut-être, mais il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces deux concepts fort intéressants, la conscience métalinguistique de l'enseignement et la télécollaboration. Donc, c'est ça. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous mon travail. Et j'ai été aussi contente de voir vos recherches parce que j'ai vu les vidéos antérieures et il me semblait très, très, très intéressant. Donc, c'est une très belle initiative que vous conduisez maintenant. Oh, merci. Merci, Lucette. Merci. Merci à vous. Merci.